Salam alaikum, on va continuer le cours problèmes économiques et sociaux. Deuxième chapitre, l'inflation et le chômage. À savoir que la troisième séance en matière de problèmes économiques et sociaux qui a modèle de Harold, modèle de Lemar, modèle néoclassique de Robert Solow. Donc ما فهمتهمش مزيان ولكن غادي نلوحهم après. Bien sûr après هاد الفيديو هذا هو donc pour l'instant on va continuer le cours l'inflation et le chômage. Donc l'inflation, déséquilibre économique. L'analyse de l'inflation vise à mettre en évidence l'enchaînement cause-conséquence, mais aucune théorie n'est suffisamment globale pour fournir une explication complète des phénomènes. Dans certaines théories, les causes de l'inflation apparaissent comme des conséquences dans d'autres. Ainsi, l'inflation entraîne des modifications dans la répartition des revenus, comme elle est aussi provoquée par la lutte qui accompagne le partage du revenu national. La définition de l'inflation, c'est une augmentation soutenue du niveau général des prix. Elle conserve une augmentation durable de niveau moyen des prix plutôt qu'une hausse passagère de quelques prix spécifiques. Donc en général, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix, la hausse des prix ou la différence. On mesure l'inflation soit par le déflateur du PIB, soit par la variation du pourcentage de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Donc, qu'est-ce que le déflateur PIB? Le déflateur PIB est un indice de prix pour l'ensemble des biens et services finis dans l'économie. Et l'indice des prix à la consommation, il mesure le coût des biens et services achetés par un consommateur typique. L'IPC est obtenu en pondérant l'ensemble des prix des biens et services qui composent le panier de consommation en fonction de leur importance relative au budget total d'un consommateur. Le dérèglement des marchés qui conduit à l'inflation est expliqué soit par le déséquilibre réel, soit par le déséquilibre monétaire. Les causes de l'inflation. Dans le cadre de cette approche, l'inflation est due selon les auteurs soit à la demande, soit au coût de production. Dans le premier cas, la hausse des prix résulte d'un excès de la demande sur l'offre. Dans le second cas, elle s'explique par une augmentation des coûts. L'inflation par la demande. Dans le cas où la quantité de biens demandés au prix courant est supérieure à la quantité de biens offerts. Une hausse des prix est inévitable pour établir l'équilibre dans une économie de marché. Ce sont les auteurs post-keynésiens qui ont transposé l'analyse keynésienne de l'écart déflationniste entre demande effective et l'offre globale à des situations inflationnistes. Selon cette analyse, deux conditions sont donc nécessaires pour apparition de l'inflation. Il faut qu'un excès de demande de biens se manifeste, il faut que l'offre de biens manque d'élasticité. L'offre ne peut plus répondre à cet excès de demande. YA est inférieur à la demande de plein emploi. YPE, c'est la demande de plein emploi, d'où une situation appelée écart déflationniste. Dans le cas où la demande globale découpe l'offre globale en A, au-delà de ces revenus de plein emploi, cette situation est appelée écart inflationniste symétrique de l'écart déflationniste. Cet écart résulte de ce que la demande prévue est supérieure à la production possible, d'où des risques d'inflation qui se traduisent par des modifications des prix. Par coup, cette inflation se manifeste lorsque la hausse des prix est provoquée par des augmentations des coûts de production autonomes indépendantes d'un excès de demande. Certaines hausses des coûts affectent directement les facteurs de production, soit le facteur travail, soit le facteur capital. C'est-à-dire l'inflation par la demande, elle est due à la hausse de la demande, alors que l'inflation par les coûts, c'est par exemple une augmentation par exemple le coût des matières premières qui rentrent dans la production de produit final au sein d'une entreprise. Alors il y a le coût des matières premières
c'est-à-dire le coût de production غادي يولي طالع بالنسبة للentreprise. Donc l'entreprise bien sûr elle va augmenter les prix, ou l'inflation c'est l'augmentation des prix. Donc parmi les causes de l'inflation, il y a l'inflation par les coûts. Donc l'inflation par les coûts résulte d'une augmentation des prix des facteurs de production supérieurs aux gains de productivité. Si on limite l'analyse de l'inflation à la partie des coûts versés sous forme de salaire, on considère que la stabilité du niveau général des prix maintenu si la hausse moyenne générale des taux de salaire est égale à la hausse moyenne de la productivité. Si elle la dépasse, l'inflation apparaît et on aura une inflation salariale. Cette distinction des origines de la tension inflationniste présente une certaine utilité dans la mesure où elle permet d'orienter la politique économique. Donc on a vu l'inflation par les coûts et l'inflation par la demande, un excès de demande, qui est aussi les causes monétaires de l'inflation. Donc premièrement, on va voir la théorie quantitative de la monnaie. Cette approche trouve son origine dans la théorie quantitative de la monnaie. Elle repose sur deux hypothèses. Une fonction de demande de monnaie stable joue un rôle fondamental dans la détermination des revenus monétaires et des prix. Caractère exogène de l'offre de monnaie par rapport à la demande. De même, on considère que la monnaie n'est demandée qu'à des fins de transaction. De ce fait, les modifications de l'offre de monnaie n'ont que des conséquences nominales sur le niveau des prix. Elles n'ont pas des conséquences réelles sur le niveau de production ou d'emploi. Donc, théorie quantitative de la monnaie, qu'est-ce que la masse monétaire fois la vitesse de circulation de la monnaie est égale au niveau général des prix fois le niveau de production. Donc, généralement, le niveau de production et la vitesse de circulation de monnaie sont constants, c'est-à-dire que masse monétaire et les prix هما اللي تيتبدلوا. mathématiquement il طلعت la masse monétaire en même temps غادي يطلع معاها les prix. إلا هبطت الماس monétaire غادي يهبط معاها les prix. دونك إلا كان عندنا واحد l'excès d'offre de monnaie par la banque centrale عطاتنا واحد الماس monétaire اللي هي كبيرة، هادشي غادي يتسبب لنا ان في الهوس ديال لي بري c'est-à-dire l'inflation. De même, il كانت عندنا واحد l'offre ou bien واحد politique monétaire restrictive qui est basée par exemple يعني اننا نعطي واحد quantité de monnaie قليله، غادي تكون عندنا la déflation et bien sûr les prix غادي يهبطوا. Donc puis la vitesse de circulation de la monnaie représente le rythme auquel la monnaie change de main au cours d'une période. Exemple, combien de fois un billet est utilisé dans l'année pour payer les biens et services. Donc il y a la vitesse de circulation de la monnaie. شحال من مرة واحد par exemple 20 أو 50 درهم كتدوز على شحال من ايد pour l'achat ديال les biens et les services. Voilà la vitesse de circulation de la monnaie. La variation de l'offre de la monnaie ne dépend pas des paramètres économiques. La quantité de monnaie est considérée exogène. À titre d'exemple, admettons que l'offre de monnaie augmente à la suite de création monétaire pour financer le déficit de budget. Cet accroissement de la quantité de monnaie va se traduire nécessairement par un accroissement du niveau général des prix, c'est-à-dire une hausse de l'inflation. V et Y sont constants, c'est-à-dire vitesse de circulation de la monnaie et niveau de production sont constants. On dit ici que l'inflation est d'origine monétaire. Elle est due à l'excédentaire de monnaie. Plusieurs possibilités s'offrent aux agents économiques, soit par l'achat d'actifs financiers ou achat d'actifs réels. C'est-à-dire, lorsqu'on a une augmentation de la masse monétaire, les risques sont accompagnés de hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation, vaudrait mieux إذا كان عندك واحد الريزيرف de valeur en matière de monnaie انك دير des achats d'actifs financiers ou achat d'actifs réels, par exemple un terrain ou bien une meuble ou l'or ou quelque chose comme ça. Or, cet accroissement de la demande de biens et services va se traduire par une augmentation du niveau général des prix compte tenu d'une capacité productive de l'économie à en changer. Cette augmentation se poursuit jusqu'à ce que l'équilibre monétaire se rétablisse. Voilà, on a vu les causes de l'inflation.
l'inflation soit par les coûts ou par la demande, ou l'inflation due à l'augmentation de la masse monétaire. Bien sûr, il y a des autres causes de l'inflation, par exemple dans le cas où il y a la manque de concurrence, lorsqu'on est par exemple dans une économie de monopole ou bien d'oligopole. Donc, les situations aussi on peut avoir de l'inflation. Donc, pour l'instant, on va voir quel est l'impact de l'inflation sur les variables macroéconomiques. D'après la théorie quantitative de la monnaie d'Irving Fisher, هذه اللي شفنا فيها بأن vitesse de circulation de la monnaie fois la masse monétaire est égale à un niveau général des prix fois le niveau de production. Donc la monnaie est neutre, elle n'influence pas la production comme la production dépend des facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital, et de la technologie disponible, le progrès technique. La variation de la masse monétaire se traduit par une variation du niveau général des prix. Autrement dit, cette variation de l'offre de monnaie affecte que les variables nominales, mais pas les variables réelles. Variation des prix relatifs des biens et services. Durant les périodes inflationnistes, tous les prix n'évoluent pas de la même manière. Certains prix ne s'adaptent pas rapidement. D'autres avec retard. Les prix relatifs des biens et services se perturbent. Ces changements irréguliers créent des confusions au niveau des choix des agents économiques. Les distorsions fiscales. Le système fiscal ne tient pas toujours compte de l'inflation. Il taxe souvent sur les revenus nominaux, comme il s'agissait des gains réels. Exemple, fiscalité sur les intérêts de l'épargne. Par exemple, on a une hypothèse qui dit l'impôt sur l'impôt par exemple le taux d'intérêt 25%. Dans une économie 1, on n'a pas d'inflation. Dans une économie 2, le taux d'inflation est de 8%. Donc, le taux d'intérêt réel est à 4. Donc, taux d'inflation c'est 0. Donc, 4 زائد 0 c'est le taux d'intérêt nominal هو 4. Alors que l'économie الثاني اللي فيه واحد 8% ديال l'inflation, taux d'inflation. Donc le taux d'intérêt 4%, taux d'inflation 8%. Donc إذا شفنا le taux d'intérêt nominal 4 زائد 8 هي 12. Donc حنا قلنا لي le gouvernement ne tient pas il ne prend pas en considération la hausse des prix. Il taxe sur revenu nominal ماشي réel. Donc ce qui fait إذا درنا لي تاكس هنايا 4 في 25% غادي نلقاو 1 التاكس بي au gouvernement, alors que بالنسبة لي تاكس بي au gouvernement هنايا كنضربو 12 25 مقسوم على 100 25% غادي تعطينا 3. Donc le taux d'intérêt nominal après impôt 4 ناقص 1 3 وهنايا 12 ناقص 3 تساوي. Puis un taux d'intérêt réel après l'impôt. Lorsque l'inflation est forte, l'épargne devient moins neutre, rentable, c'est-à-dire lucratif, et les agents économiques sont moins motivés à épargner. Cette attitude présente des effets négatifs sur la croissance économique à long terme. Bien parce que une masse monétaire n'a pas la même valeur à des moments différents. Par exemple, 200 ou 300 dirhams en 1999 ماشي هي par exemple يعني 200 ولا 300 درهم en 2014 البوفوار d'achat ديال هذاك الفلوس par exemple en 1999 ما كيعطيناش le même pouvoir d'achat en 2014 et ceci est dû à l'inflation.